Vous pensez à quitter votre CDI et vous vous demandez à combien puis-je prétendre? Comment maximiser ce que je peux toucher? Bref, est-ce que ça vaut le coup? Alors, je m'appelle Amalric, je suis fondateur de rupturepro.com, je ne suis ni juriste ni DRH et contrairement à eux, moi j'ai été à votre place. J'ai été un cadre en entreprise qui cherchait un plan d'évasion et qui, après toutes ces années de bons et loyaux services, ne voulait pas se contenter du minimum légal. Le montant d'un départ, eh bien, ça ne se calcule pas, ça se construit et ça se prépare donc. Eh bien, dans cette vidéo, on va décrypter point par point ce que veut dire vraiment maximiser, la méthode aussi du calcul du point zéro. Je vais vous parler aussi des facteurs qui font grimper le montant du chèque, parfois même au-delà de l'indépassable barème Macron dont tout le monde parle. Je vais vous parler aussi des pièges qui vous font vous brader sans même que vous vous en rendiez compte. Bref, tout ce qui se négocie, sans oublier bien sûr l'optimisation fiscale et sociale. Et voici d'ailleurs le morceau que les RH n'osent formuler à voix haute. Celui qui annonce un chiffre le premier a déjà perdu. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez faire partie de ceux qui quittent leur boîte avec un vrai chèque plutôt que de ceux qui partent avec des clopinettes ou pire, une main devant, une main derrière. Alors, déjà, première chose, première leçon, le chiffre que vous avez en tête est presque toujours faux. Donc si vous regardez cette vidéo, voici à peu près où vous en êtes. Vous avez beaucoup donné, vous avez avalé des couleuvres parfois et vous sentez bien que le compte n'y est plus, mais vous détestez l'idée de passer pour celui qui ne pense qu'à l'argent parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui supplie sa hiérarchie pour obtenir ce qu'il veut. Et en même temps, il est hors de question de partir les mains vides après toutes ces années. Eh bien, c'est exactement ce nœud qu'on va tenter de démêler dans cette vidéo. Je vous partage ce que m'a écrit un cadre. Première phrase, quand il me contacte, voilà, combien je peux espérer. Et la deuxième phrase, c'était déjà sa réponse en fait. Il l'avait déjà plus ou moins. Il me dit, je pense à 2 ans de salaire, je pense que c'est légitime. Alors, quand je suis face à lui, je lui pose une seule question. Sur quoi vous appuyez-vous pour me donner ce chiffre? Silence. Les 2 ans, il l'a entendu à la machine à café, ou alors c'est un collègue qui soi-disant l'aurait eu, ou c'est quelque chose qui a déjà été fait par un de ses amis ailleurs. Un représentant du personnel lui a dit de toute façon, plus on a d'ancienneté, plus c'est compliqué. Bref, il a un chiffre, mais il n'a rien sous le chiffre. Et c'est ce que j'appelle le profil du chercheur d'or. On pose un montant, comme une évidence, sans rien en dessous. Et le problème, c'est qu'en face, l'employeur, lui a sa propre grille d'évaluation. Et sur sa grille, votre conviction personnelle ne pèse rien, strictement rien. Et il y a une chose à graver tout de suite parce qu'elle conditionne tout le reste. Le minimum légal n'est pas une référence, c'est un plancher. C'est le strict minimum que la loi impose. 1/4 de mois par l'année d'ancienneté, 1/3 de mois par l'année d'ancienneté au-dessus des 10 ans. Voilà. Quand votre employeur vous dit regardez, je vous propose déjà quelque chose de bien, un peu plus que le minimum, je suis généreux. En fait, il vous tend un piège classique. Celui de donner l'illusion d'une certaine générosité à très peu de frais. Donc, partir de ce plancher ou s'en contenter, c'est accepter d'avance le pire point de départ possible. Donc, avant de prononcer un seul chiffre, posez-vous la vraie question. Qu'est-ce qui, dans mon dossier, le justifie aux yeux de l'entreprise? Tant que vous n'avez pas cette réponse, vous n'êtes pas prêt. Et d'ailleurs, un cadre m'a dit une phrase que je garde en tête à chaque dossier. Il m'avait écrit « Pour ma rupture, je ne veux pas y aller au feeling ». Retenez-la cette phrase. Le feeling, c'est précisément ce qui vous fait partir avec des clopinettes en croyant finalement avoir fait une bonne affaire. Alors la deuxième chose, la deuxième leçon que je veux vous partager, c'est celle que maximiser, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous comprenez peut-être que le chèque n'est qu'une partie de ce que vous jouez. En fait, quand je parle de maximisation, 9 personnes sur 10 me répondent la même chose. En fait, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Voilà. Je comprends. Soit quand vous avez donné 15, 20 ans, 30 ans de votre boîte, pas plus tard que ce matin, je parlais avec un cadre, 37 ans de boîte. Bon, ça commence à faire. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a marqué pour toujours et que je veux vous partager pour que vous ne fassiez pas la même erreur. C'était une femme brillante, une
cadre parmi les meilleurs diplômes du pays, ouais, les grandes écoles, le grand parcours, grand salaire, niveau direction générale. Et elle vient me voir, mais elle vient trop tard. En fait, elle a déjà attaqué son ancienne entreprise en justice avec son avocat. Et elle me demande évidemment de l'aider en me disant voilà, Valérie, moi ce que j'aimerais faire, c'est de partir, me faire embaucher ailleurs. Et là, mur après mur, elle voit bien que ça n'avance pas ces embauches. Les entretiens sont toujours réussis, elle se débrouille très bien, je le vois bien, elle le sait. Ça passe à chaque fois jusqu'au dernier round, en général avec le patron. Voilà, DG, PDG. Et quand le dirigeant la reçoit, et elle reçoit tout le temps la même réponse. Elle est polie, elle est glaçante, mais elle est claire. On ne va pas vous prendre, on sait que vous êtes en conflit avec telle maison. C'est un concurrent, oui, mais on s'aime bien, on se connaît, on s'aime bien, on se côtoie, on se pratique, c'est ça. Il y a des milieux, il y a des microcosmes, et bien, ils interagissent avec ces personnes-là. Et en fait, elle avait peut-être gagné de l'argent quand elle avait quand elle a attaqué. En fait, elle va gagner quelques euros en justice, certainement. Mais elle a perdu sa réputation. Et la réputation, eh bien, en fait, ça ne se rachète jamais. Et à l'inverse, un cadre m'avait dit un jour, droit dans les yeux, en fait, je ne veux pas partir sans rien, j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, je souhaite juste un retour sur ce que j'ai donné. Un juste retour des choses. Lui, il a beaucoup mouillé le maillot. Comme il me disait en plus, il me disait, j'aime mon travail, j'étais passionné par ça, mais en fait, je me suis épuisé. Et il a raison sur l'intention. Sauf que ce retour, on ne va pas le mesurer seulement à un chèque. On va le mesurer peut-être aussi avec sa capacité à rebondir, en image préservée, en santé récupérée. Donc voilà, ça c'est la première grande vérité de cette vidéo. Maximiser, ce n'est pas que de l'argent, parce que l'argent a une durée de vie très courte. Votre image, elle vous suit toute votre carrière. Elle vous suit toute votre vie. C'est sûr, quand vous arrivez à la retraite, parfois on se dit, bon, on s'en fiche un peu, mais non. Une vraie maximisation, c'est 4 choses à la fois. Okay. L'argent, oui, mais aussi votre capacité de rebond, votre réputation intacte et votre santé. Parce qu'un départ qui vous détruit psychologiquement, vous le repayez plein pot au premier entretien d'embauche qui va arriver ou même à la maison. On sait que à la maison, dans le perso, là aussi, on paye. Et d'ailleurs, que ce soit à la maison, que ce soit le recruteur, on sent en fait que ça ne va pas. On sent qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, quand c'est le recruteur, il ne va pas miser sur vous, il ne va pas vous recruter. Et c'était Christina Malak qui a posé les bases en fait, scientifiques de l'épuisement professionnel dans un ouvrage qu'elle a appelé « Burnout, the Cost of Caring ». Et ce bouquin le montre clairement. En fait, l'usure n'est pas un détail accessoire à côté d'un montant. Non, c'est une partie du préjudice à réparer. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, à réparer. Et un départ se chiffre aussi en énergie que vous récupérez ou que vous laissez sur le carreau. Donc, pour bien chiffrer, il faut d'abord savoir dans quel scénario vous êtes, et il y en a 3. Le premier scénario, c'est la démission. Voilà, je le dis, tout net. Et je leur dirai, la démission n'est jamais l'option. Vous démissionnez, vous perdez tout, c'est une porte fermée à clé, sur votre propre maison. C'est fini. Vous laissez un chèque, vous laissez un cadeau à votre patron. C'est tout, et vous ne le récupérerez jamais. Deuxième scénario, c'est l'entreprise qui prend l'initiative. Donc, soit elle vous propose un accord à l'amiable, et attention, l'amiable est souvent un piège, parce que l'entreprise qui ouvre la discussion est une entreprise qui a l'habitude et qui est forcément beaucoup, beaucoup plus forte que vous. C'est son métier, elle a l'habitude de le faire. Elles ont des spécialistes, vous ne l'avez peut-être jamais fait. Et si vous l'avez déjà fait, vous l'avez fait une fois ou deux dans votre vie, max, ils le font tous les mois. Donc, soit elle va durcir, et elle vous met la tête, elle vous met la tête sous l'eau, elle vous met de côté, elle vous convoque, bref, ça ne va pas être simple. Et sachez que même là, la porte du dialogue n'est jamais totalement fermée. Attention, pas se dire parce que c'est compliqué que c'est fermé. Non, au contraire, c'est là où vous avez intérêt à être capable de prendre du recul, pouvoir préparer un retour. Okay. Et le troisième scénario, c'est celui qui nous intéresse forcément le plus, c'est vous voulez partir et vous allez provoquer une rupture professionnelle, pas la quémander, mais la provoquer. Donc, vous allez amener l'entreprise à considérer qu'une séparation propre avec vous est une bonne chose pour elle. Pour elle. Donc on y reviendra en détail.
parce que c'est là que se joue vraiment tout l'écart du montant final. C'est ça qu'on veut, maximiser le montant du chèque. Alors, première application concrète, déjà élargissez votre cible mentale, ne visez pas juste un chèque, visez une sortie complète, financière, mais aussi propre, par le haut, sans y laisser des plumes sur votre santé, sans y laisser des plumes sur votre réputation. Voilà. Comme me l'a dit un client, et c'est exactement ça l'objectif, une porte de sortie avec un matelas financier. Le matelas, oui, le matelas financier, c'est la sécurité, mais une porte qu'on franchit la tête haute, pas en rampant ou en prenant le minimum légal et en partant par la petite porte. Non, vraiment, c'est extrêmement important. Ça va vous suivre. Ok. Troisième leçon, c'est la méthode du point zéro, je vous en ai parlé, et surtout les facteurs qui font le montant. Donc, vous devez poser un vrai plancher chiffré sous vos pieds, voilà, le vôtre, pas juste le minimum légal, pas celui de la loi. Ok? Je vous parle d'une cadre, salaire confortable, elle a un projet de partir, et elle me sort un chiffre rond, voilà, ambitieux, sorti de nulle part. Je lui pose une seule question, et si vous restez 8 mois sans rien derrière, vous tenez ou pas? Elle blêmit. En fait, elle n'avait jamais fait ce calcul. Elle regardait le chèque de sortie comme un gain, ça c'est beau, une cerise un peu sur le gâteau, cherry on the cake, mais pas comme ce qu'il est vraiment ce chèque. C'est un coussin qui doit tenir le temps de rebondir, le temps de se retourner et de voir venir. Donc on a tout repris de zéro. Ce qui est important, c'est que vous allez me dire, mais pourquoi vous avez demandé 8 mois? En moyenne, les cadres en France mettent 9 mois à retrouver un boulot. En moyenne. Il y en a qui vont mettre 12 ou 15 mois, 24 mois, ça dépend de votre âge. Quand vous commencez à passer la cinquantaine, voire 55 ans, ce n'est pas pareil quand vous avez 35. Donc c'est une moyenne. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Ok? Donc le chiffre du fantasme, le chiffre un peu olé olé, folklore, on donne un chiffre comme ça, voilà. Là, il a laissé un chiffre, il a laissé à la place un chiffre besoin. De quoi ai-je donc besoin pour assurer mes arrières, pour sécuriser ma famille, pour payer mes charges, le temps de rebondir. Donc c'est beaucoup plus solide à défendre et beaucoup plus difficile à refuser, à réfuter, à repousser pour l'entreprise. Ok? Donc voici la méthode. Ça se fait en 4 temps. Prenez des notes, ça vous sera utile. Premier temps, c'est vos besoins mensuels nets. Donc c'est le socle. Combien vous faut-il chaque mois pour vivre sans stress? Voilà, vous regardez vos loyers, votre crédit, les charges des enfants, l'alimentation, la mutuelle, l'épargne, les vacances, les dépenses variables, bref, le loisir, les imprévus, voilà. Tout. C'est votre point zéro. Ok? Deuxième temps, ce que le chômage va réellement couvrir. Donc l'allocation. L'allocation, c'est environ 57% de votre brut. Important. Puis après, il y a une dégressivité. Ah, là, c'est important. Et d'ailleurs, personne ne calcule ces deux pièges. Le premier, c'est la carence. Si vous touchez l'indemnité supralégale, donc au-dessus du légal, au-dessus de la loi, elle va déclencher un délai d'attente spécifique qui, additionné à la carence des congés payés, peut grimper jusqu'à environ 6 mois sans le moindre euro qui rentre. Donc là, vous grignotez sur le pécule que vous avez accumulé. Ok? Deuxième piège, c'est la dégressivité. 57% du brut, voilà, au-dessus d'environ 4 700 € brut par mois, vous allez avoir une allocation ensuite qui va baisser de 30% à partir du 7e mois. Donc, important de le prendre en considération. Okay. Troisième temps, on va arriver au troisième temps, donc c'est le manque à combler chaque mois. Voilà, donc ça c'est la différence entre ce qu'il vous faut et ce que vous touchez réellement, mois après mois, et qu'on cumule sur toute la période de transition. Donc sur 24 mois, pour un cadre à 5 000 € brut, ce trou peut facilement atteindre 40 000 € net, voire bien plus, ça va dépendre. Donc vous avez votre chèque, vous avez votre chômage, voilà, vous allez tenir 9, 12, 24 mois, bon ben vous regardez ce qui vous manque. Voilà, légal, chômage, vos charges, ce qui vous manque. C'est important. Quatrième temps, c'est ce manque cumulé, c'est votre plancher de négociation. Voilà. Donc le minimum en dessous duquel un accord ne vous sauve pas. C'est important, il vous appauvrit à ce moment-là. Donc pourquoi cette méthode fonctionne aussi bien? Et parce qu'en fait, elle va parler à la part la plus profonde de la décision humaine. Oui. Pourquoi ça marche? Parce qu'elle parle à la part la plus profonde de la décision humaine. Je m'explique. Donc, Daniel Kahneman
l'a démontré avec la théorie des perspectives. Nous, humains, souffrons d'une perte d'environ 2 fois plus forte que nous ne savourons un gain équivalent. Perdre 100 000 euros, gagner 100 000 euros, perdre 100 000 euros, c'est 2 fois plus touchant, difficile à accepter que gagner, savourer le gain de 100 000 euros. Donc, tant que vous voyez l'indemnité comme un bonus, vous négociez mollement. Vous allez vite lâcher. Et c'est pour ça que je le dis souvent, ceux qui sont prêts à démissionner rapidement, en fait, ils n'auront jamais un gros chèque. Parce qu'ils vont se dire « Oh, bon, au pire, j'ai l'autre, j'ai l'opportunité derrière, je me raccroche à une branche. Ou au pire, j'ai le minimum. » Ah ouais, mais parfois, vous lâchez des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros. Je vous donne un exemple tout simple. On avait un cadre qui est rentré dans le parcours et il m'a dit « Moi, Amalric, je veux 50 000 euros. » Ok. Je regarde le minimum légal, 15 000 euros. Je regarde le max, je dis, bon, vous, dans votre cas, les 50 000 euros, on peut aller les chercher, on va regarder si ça, et je pense qu'on peut même monter à 75 000 euros, voire 80 000 euros. Ok, on fait la stratégie, on fait tout ce qu'il faut. Il négocie, il obtient le minimum légal, 15 000 euros, il fait monter le montant du chèque. Devinez avec combien il sort? 100 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans la partie négociation, après l'accord mutuel de séparation, il a mis autant de temps que pour obtenir le minimum légal. Cette période-là, pour aller chercher seulement 15 ou 20 000 euros, eh bien, il l'a dupliqué en disant « je me redonne encore 3 mois ». Bam, 100 000 euros. Vous imaginez? Il n'y est pas allé mollement. Il n'avait pas envie de démissionner. Il n'était pas prêt à lâcher. Donc, le jour où vous la voyez comme la protection contre une perte bien réelle, cette indemnité, 6 mois sans revenu, un trou de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, vous négociez avec une toute autre détermination. Maintenant, on va regarder ce que le point zéro vous donne comme plancher. Mais surtout, jusqu'où on peut monter. Donc, ça dépend de 8 facteurs. Donc, vous avez votre plancher à vous. Donc, il y a le légal, c'est le plancher du patron. Il y a votre plancher à vous, votre point zéro. Maintenant, jusqu'où on peut monter. Donc, on va parler de 8 facteurs. Je les énumère parce qu'ils déterminent tout. Donc, il y a votre ancienneté, ça c'est la base. Il existe des paliers symboliques, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui permettent de cranter une meilleure offre. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des médailles du travail, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, des médailles. Bon, vous, il y a des chèques. C'est important de le prendre en considération. Donc, c'est ça qui vous permet d'avoir une meilleure offre. Deuxième chose, c'est votre valeur pour l'entreprise, ce que vous portez, ce que votre départ déstabilise. Troisième chose, c'est votre fenêtre de sortie, donc le bon timing. Le bon timing change tout, on en reparlera plus loin. 4, ce sont vos billes. Donc, c'est ce que vous avez en main, ce sont vos leviers concrets. Ça, c'est important de l'avoir aussi en tête. 5, c'est votre résilience, votre capacité à tenir la durée d'une négociation sans craquer. 6, c'est votre posture, donc c'est la façon dont vous vous tenez à la table des négociations. 7, votre approche, donc ça c'est la méthode, l'ordre des étapes, le séquençage, le fait de ne pas vous griller. Et 8, c'est votre recul, c'est la distance qui vous évite les erreurs émotionnelles. Et l'ancienneté seule ne fait pas le montant. C'est la combinaison finalement de ces 8 facteurs qui fait exploser ou alors s'effondrer votre chèque. Donc ne soyez pas juste un chercheur d'or qui dit juste je veux 200 000 euros. Si vous n'avez pas construit ça de manière méthodique, ça fera un flop en fait. Donc voilà, faites votre point zéro ce soir, vous le faites. Pas demain, faites-le ce soir, noir sur blanc, oui. Le jour où vous saurez exactement ce que vous risquez de perdre, vous ne lâcherez plus jamais un chiffre en l'air, comme ça, on va voir, freestyle. Non, vous défendez un besoin documenté et un besoin chiffré, et ça, c'est infiniment plus dur à balayer qu'une simple envie d'avoir un peu d'argent. Non. Et comme me disait ce client, ça c'est important de l'avoir en tête, j'y pense, il voulait une approche méthodique parce qu'on n'a qu'une seule cartouche. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, le point zéro, c'est la première chose qu'on charge dans son fusil. Le point zéro. OK? Donc là, j'en suis à la 4e leçon maintenant. Pourquoi vous allez accepter moins que ce que vous valez? Donc ça, c'est vraiment le moment juste avant en fait, de chiffrer face à l'autre où vos propres émotions en fait, s'apprêtent à vous trahir. C'est humain, je vous rassure. Je vous donne l'exemple d'une directrice commerciale. Elle s'appelait Catherine. Et elle avait accepté 80 000 euros. Elle n'a pas une très grosse ancienneté et elle aurait pu obtenir vraiment le double. Alors après, on est des adultes. Chacun
même si nous on les accompagne, on leur dit à un moment, vous pouvez aller chercher plus, est-ce que vous voulez aller chercher plus? Non, moi je m'arrête là ou je continue en fonction. Ok. Donc pourquoi elle a signé si vite? Pas par manque de compétences, pas par manque d'arguments, non, elle a signé parce qu'elle voulait que ça s'arrête. Elle voulait en finir, elle voulait tourner la page, ouvrir un nouveau chapitre. Voilà, ce jour-là, ce ne sont pas ces chiffres qui ont parlé, ce sont ses émotions. Et Catherine, vous la croisez tous les jours. Catherine, parfois c'est vous. C'est vous. Donc, on vous répète qu'il faudrait finalement déléguer votre négociation parce que on ne négocie jamais bien pour soi-même. En fait, c'est complètement faux. Ou alors on me dit oui, moi j'ai mes émotions, j'arrive pas à les gérer. Ça se travaille. C'est même l'inverse. C'est même l'inverse de ce que je crois profondément. En fait, personne ne négociera mieux votre départ que vous. Personne ne connaît mieux votre histoire, vos années dans la boîte, les dossiers que vous avez menés, les couleuvres que vous avez avalées, ce que vous avez apporté, ce que vous avez fait, ce que vous allez laisser dans la boîte une fois que vous allez partir, ce que vous avez enduré. Donc personne ne peut s'accrocher au chèque que vous avez, au point zéro que vous avez calculé. Et ça, c'est extrêmement important, vraiment important. Donc votre problème, ça n'a jamais été votre capacité à défendre votre valeur. Ce qui vous coupe les jambes le jour J, ce sont vos émotions. Et il y en a trois. Il y en a trois qui sabotent le chiffrage. Donc la première, c'est la honte. La honte de demander trop, d'être trop. Voilà. En fait, on nous apprend tout le temps, et surtout aux femmes, à ne jamais en faire trop. Voilà. Du coup, peut-être par peur d'oser réclamer ce qu'on estime mériter. La deuxième, c'est la peur de passer pour quelqu'un de cupide, quelqu'un de vénal. Notre éducation n'aide pas, j'en conviens, en France, demander de l'argent dans nos sociétés, c'est presque encore une faute. On n'en parle pas, c'est tabou, ah là là, ça brûle les mains. Ouais, ok, si vous voulez. Normal, c'est comme ça. Troisième, et c'est la plus sournoise, c'est le sentiment de manquer de loyauté. Vous savez, cette petite voix qui vous dit « après tout ce que l'entreprise a fait pour toi, Malric, tu ne devrais pas demander de l'argent, et puis en plus, c'est toi qui veux partir alors que… » Non. Bon, je peux vous en passer un petit quatrième d'ailleurs, j'y pense. C'est un quatrième saboteur. Ce n'est pas une émotion mais qui fait autant de dégâts. Je vous dirais, c'est l'ego aussi. Soit on en a trop, soit on n'en a pas assez. Et il y a une phrase que nous répète toujours avec François, pour nos clients. En ego, il n'y a pas d'ego. En ego, il n'y a pas d'ego. OK? Donc, on va d'ailleurs jouer un petit peu sur cette culpabilité forcément. On vous dira parfois mot pour mot, en fait, tu veux profiter de la société, ou alors tu veux quitter le navire, ou alors tu manques de loyauté. Voilà. Entendez bien ceci. Entendez bien ceci. Vous pouvez leur dire. Profitez. Profitez de quoi? Profitez de quoi? Que vous soyez de gauche ou de droite, on s'en fiche. Profitez de quoi? Vous allez cotiser pendant des années. Chaque mois, sur votre salaire net, sur votre salaire brut, on vous prélève des charges qui servent précisément à vous couvrir. L'assurance chômage, le jour où vous quittez l'entreprise, ou alors où on vous met dehors. Donc, ce n'est pas profiter. C'est utiliser un droit que vous avez acquis, que vous avez payé, que vous avez mérité. On ne vous a pas demandé le choix, vous le payez. Et c'est exactement pour ça que la démission n'a aucun sens. Mais elle n'a aucun sens. Quand on vous met dehors, vous avez le droit de bénéficier de votre droit, mais quand vous voulez partir, en fait non, vous laissez ça sur la table. Vous faites ce cadeau. C'est vraiment démissionner, c'est renoncer volontairement à un droit que vous avez financé vous-même pendant toute votre carrière. Et derrière ces émotions, il y a 4 mécanismes très précis qui vous poussent à brader votre point zéro. Le premier, c'est l'effet d'ancrage. Une fois qu'un montant est posé, il devient très difficile d'en bouger. Voilà, le danger, en fait, c'est de laisser un ancrage bas s'installer sans lâchant vous-même un petit chiffre pour être sympa. Mais des gens qui m'ont contacté, qui me disent « Malric, en fait, je suis déjà avancé dans la négociation, mais là, en fait, c'est trop bas. » Je dis « Oui, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» En fait, quand ils m'ont demandé, je leur ai dit « Je veux 3 mois de salaire. » Ok, ils me l'ont donné. Oui, 3 mois de salaire, c'était le préavis non effectué que vous auriez pu négocier si vous étiez parti en licenciement. Donc, bien sûr que vous étiez prêt à vous le payer. Ouais, maintenant, j'en veux 6 de plus.
bah, en fait, vous avez demandé quelque chose, il vous le donne, bah, non, il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Il y a aussi une autre chose, c'est quand l'employeur pose lui-même son ancrage hyper bas. Forcément, hein, le jeu pour lui, bah, c'est de vous payer le moins possible, alors que vous voulez le contraire. OK? Deuxième chose, deuxième mécanisme très précis qui vous pousse à vous brader, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est cette petite phrase « moi, je ne vaux pas ça », voilà. Ou « je ne mérite pas ça ». D'ailleurs, les chercheuses américaines, Pauline Clance et Suzanne Imes, je ne sais pas comment on prononce ça, qui, donc aux US, ont identifié ça dans les années, fin des années 70. Donc ça remonte. Hein. Elles ont montré la chose suivante. Ça déforme votre perception de votre propre valeur. C'est assez simple. Le montant d'une négociation n'a rien à voir avec votre valeur d'individu. Non. Ce phénomène du syndrome de l'imposteur, il déforme votre propre perception. Il n'y a rien. Voilà. Ça n'a rien à voir avec votre valeur. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise a un agenda. Elle a un agenda purement business. Ça ne vous concerne pas du tout. Vous êtes un élément du business. Vous faites en sorte de faire avancer l'entreprise vers ses objectifs dans son agenda business. Donc, quand elle se sépare de vous pour des raisons d'organisation, elle ne le dit pas toujours, mais elle invoque des reproches. Vous vous remettez en cause, votre estime de vous s'effondre et vous vous bradez. C'est comme ça que ça marche. Donc, là, on le voit souvent chez les femmes. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous leur rendez la tâche facile. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et ça se travaille, on peut le travailler. Et nous, on accompagne nos clientes, en général c'est plus les femmes, sur comment se regonfler, comment contrecarrer finalement ces petites objections très perfides, généralement, bon là, des hommes vers les femmes, mais des femmes contre les femmes. Hein. Les femmes entre elles, elles peuvent se faire des vraies saloperies sur toute cette histoire de syndrome de l'imposteur. Okay. Troisième chose, la fatigue décisionnelle. Ça, c'est Roy Baumeister qui a montré que notre capacité à décider s'épuise comme un muscle. Donc, vous, ça fait des mois que vous subissez une situation pénible. Vous n'avez plus qu'une envie, que ça s'arrête. Et c'est précisément cet effet, cet épuisement qui vous pousse à signer n'importe quoi pour en finir. Donc la bonne nouvelle, c'est que le jour où vous reprenez le contrôle d'une situation subie, depuis des mois hein, bien sûr, depuis parfois des années, hein, j'entends des gens qui me contactent et me disent « ça fait 3 ans ». En fait, vous vous sentez plus léger et cette fatigue s'envole. Donc, c'est possible, d'accord? Et puis le quatrième piège, mécanisme très précis qui vous pousse à vous brader, c'est le biais de l'argent sale. Fameuse phrase, ouais, si je demande de l'argent, je deviens comme eux, quelqu'un qui ne pense qu'à ça, à la rentabilité, gna gna gna. Voilà. En fait, ce sont pourtant deux choses totalement différentes. Deux choses totalement différentes. OK? Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on désamorce tout ça en 3 petits exercices. Exercice numéro 1, c'est de se détacher de l'émotion du chiffre. Okay, le chiffre de votre départ, ce n'est ni votre valeur professionnelle, ni encore moins votre valeur d'être humain. Deuxième exercice, c'est de prendre du recul avant de chiffrer. Donc, travaillez votre fourchette en amont, voilà, à froid, idéalement avec un regard extérieur en coulisses, pour tempérer vos émotions avant de formuler vous-même votre proposition. Toujours se préparer avant de faire des choses. Toujours avoir un script pour pouvoir dire ce qu'on veut dire de manière la plus pragmatique, la plus professionnelle, la moins émotionnelle possible. Et troisième exercice, le plus puissant, c'est le moi dans 5 ans. Se projeter. Projetez-vous dans 5 ans. Demandez-vous si ce vous-là sera d'accord avec la décision d'aujourd'hui. Y aura-t-il de la rancœur? Y aura-t-il finalement peut-être du dégoût ou alors du déni ou même des regrets? Mais la rancœur, parce que la rancœur, c'est un fil qui vous relie encore à l'employeur et qui vous empêchera d'avancer. Donc, la vraie réussite d'une négociation ne se mesure pas qu'au montant sur le papier, elle se mesure à la qualité du rebond. Voilà, c'est de retrouver vite un emploi parce que le lien, en fait, il s'est coupé proprement. OK? Autre chose qui est important, c'est de transformer la culpabilité en légitimité. Donc, ce n'est pas vénal de demander de l'argent.
C'est juste d'obtenir des indemnités liées à votre boulot, à votre ancienneté, à votre salaire, à la valeur à laquelle vous avez contribué dans l'entreprise. Et retenez ce principe, ce qui vaut de l'or, vraiment, vraiment. On ne donne pas à quelqu'un qui se sent coupable, ni à quelqu'un qui se pose en victime, non, quelqu'un qui demande non plus, ça ne marche pas. Ce qui donne les meilleurs résultats, c'est l'alignement. En fait, l'être humain reste un animal. Si vous présentez une version de vous qui sonne faux, votre interlocuteur il entendra directement la dissonance. Ça se sent direct. Il n'y a rien de pire en fait qu'être pris pour un lapin de 6 semaines. Ça se voit, ça se sent. L'autre n'est pas à l'aise, on le sent direct, vous le flairez. Les parents le flairent directement avec leurs enfants quand ils essaient de nous faire des petites carabistouilles. C'est pareil. D'ailleurs, c'était une RH qui travaillait parfois avec nous qui me disait, en fait, c'est marrant, quand j'étais ex-DRH d'un grand groupe, je savais avant les managers qu'ils allaient démissionner ou qu'ils avaient l'intention de partir. Parce qu'en fait, on le sait avant, on le sent. C'est fou, hein? Donc, c'est vraiment important d'être aligné. Parce que si vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes, votre interlocuteur, lui aussi, il le sent. Et il est bien plus enclin à faire une proposition à la hauteur. Il va vous considérer, il va se trouver face à quelqu'un qui est crédible. C'est l'expression être droit dans ses bottes, quoi. On est bien, on est solide sur les appuis. Et cet alignement, personne ne peut le jouer à votre place. Et donc, c'est pour ça que c'est vous et personne d'autre qui devez être à la table de la négo. Donc, nous, on vous arme en coulisses, mais vous gardez le micro. Donc, vous n'avez plus qu'à dire ce qu'on vous dit de dire. OK? Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder quelque chose. Oui, je voulais dire ça aussi. Quand je vous parle de tout ça, parce que je vous dis, nous on fait ci, nous on fait ça, Rupture Pro. Si, en m'écoutant, vous reconnaissez, vous pensez à la peur, à la honte de demander, à l'envie d'en finir, au syndrome de l'imposteur, à est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, je ne me sens pas bien, mais en même temps je veux rester, la culpabilité aussi qu'on peut retourner contre vous, comprenez une seule chose, ce n'est pas un détail, c'est exactement ce qui va vous faire perdre des dizaines de milliers d'euros le jour J. Vous n'aurez rien, vous ne serez pas crédible, vous serez en demande, ça ne va pas se passer comme vous l'imaginez. Ou au contraire, ça va se passer comme vous l'imaginez, ça va être un désastre. Alors que c'est possible, une négociation de départ, c'est possible pour tout le monde. À partir du moment où on se prépare. Donc, ça ne s'improvise pas. Quand vous allez chercher, même ne serait-ce que 20 000 euros, ça ne tombe pas du ciel, 20 000 euros. Donc, vous n'avez qu'une seule cartouche. Donc, si vous voulez être armé en coulisses, vous voulez être préparé, vous voulez être briefé, débriefer vos entretiens, ajuster au fur et à mesure des entretiens que vous allez avoir, parce que ça ne se joue pas en une seule fois. Et donc, arriver à la table des négociations aligné, serein, propre, carré, je sais où je vais. Et surtout qu'on ne décide pas à votre place si on vous garde, on ne vous garde pas, on vous donne un petit chèque ou on ne vous donne rien. Non, vous décidiez de la façon avec laquelle vous voulez partir, de façon éclairée avec des gens qui sont derrière vous, vous pouvez nous contacter, prenez rendez-vous sur rupturepro.com et puis on va regarder ensemble votre situation, on vous dira franchement quelles sont vos chances, si on peut vous aider. Le lien est sous la vidéo. OK ? 5e leçon, c'est l'indemnité qui est l'arbre qui cache la forêt. En fait, vous arrêtez de fixer un seul chiffre pour penser l'enveloppe entière de départ. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une enveloppe, c'est un package. Pourquoi je vous dis ça? Je vous prends l'exemple d'un cadre, fier de lui, il m'appelle un jour, voilà, on échange, il prend un rendez-vous. Et il me dit, voilà, moi j'ai signé, j'ai une indemnité correcte, et je lui pose 3 questions quand même. Votre clause de non-concurrence, levée ou payée? Silence. Votre bonus de l'année, prévu ou au prorata? Silence. Il me dit aussi, je lui pose la question aussi, votre préavis, payé, travaillé pour rien? Silence. Donc oui, il avait gagné une bataille, mais il avait perdu la guerre. Quelques semaines plus tard, il était bloqué 1 an entier pour une clause de non-concurrence qu'il avait oublié de bien négocier. Il n'avait pas oublié comme ça, mais en tout cas de la bien la négocier. Vous n'avez pas rendu compte des enjeux. Donc 3 mois de salaire, rien que sur le préavis, c'est trop bête. Donc oui, son indemnité était correcte. Il avait fait le focus sur le chiffre. Mais son départ, lui, il n'était pas fou. Il était presque un peu raté. Ouais, même raté. Donc, ce qui est important, c'est de bien regarder que, je vais couper mon son, hop, le montant supralégal, c'est la partie visible. C'est la cime de l'arbre. Et la forêt, c'est tout le reste.
C'est là que se joue vraiment la maximisation. Donc voici ce qui se négocie et que la plupart des gens laissent sur la table. Donc déjà, il y a l'indemnité de rupture supralégale, librement négociée au-delà du minimum. L'indemnité compensatrice de préavis, si vous n'exécutez pas. Il y a les congés payés et les RTT qui ne sont pas pris. Donc ça, c'est le compte épargne-temps aussi qu'on peut monétiser. Le bonus ou le variable annuel au prorata, voire à 100%, même s'il n'est pas encore déclenché, c'est intéressant. Les primes exceptionnelles, le 13e mois, l'intéressement et la participation, parfois versées par anticipation, mais aussi vos stock options, les LTIP, les actions vestées ou non vestées, voilà. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. La clause de non-concurrence. Si on regarde la clause de non-concurrence, est-ce qu'elle est levée ou elle est indemnisée? Ça peut valoir très cher. L'indemnité transactionnelle contre la signature d'un protocole d'accord, c'est important de l'avoir en tête. D'accord? Les heures supplémentaires, astreintes, repos, compensateur non pris. Voilà, la compensation pour la perte de vos avantages futurs, pareil. Ces stock options, les actions gratuites, les plans de fidélisation, voilà. Les avantages matériels aussi. Votre véhicule, je pense au véhicule de fonction, est-ce qu'il est conservé, est-ce qu'il est racheté à prix préférentiel ou pas? Le matériel, la mutuelle, la prévoyance, maintenu au-delà de la portabilité classique de 12 mois. On peut penser aussi à l'accompagnement, au reclassement, les cabinets d'outplacement ou alors des bilans de compétences, des formations certifiantes financées par l'entreprise. Voilà, la liste est longue. On peut penser aussi à un abondement sur votre compte formation avant la date. Ça, c'est un budget autre. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi encore? Il y a le détail qui rapporte le plus ou le plus pour le moins d'efforts, c'est la date de départ. Caler précisément pour optimiser vos droits au chômage, votre fiscalité et le versement de vos primes, ça, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Par exemple, pas forcément obligé de vous faire payer pour le 31/12, mais le faire pour le 5 janvier. Ça, c'est tout bête, mais ça rentre dans la négo. Vous n'avez pas pris un plus gros chèque, mais en revanche, fiscalement, socialement, même au niveau des congés et autres, ça peut changer, rien que le solde de tout compte. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place. Donc, c'est exactement l'erreur que je vois le plus souvent, c'est le cadre qui se concentre sur le seul objectif, combien je prends, quel est le montant du chèque. Voilà, donc toute la discussion tourne autour de ça, il obtient un chiffre correct, il signe, 3 semaines plus tard, il réalise qu'en fait il a oublié plusieurs trucs qui auraient pu lui faire monter le chèque à des montants auxquels il n'avait pas idée. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que se focaliser uniquement sur l'indemnité, c'est une vision court-termiste qui vous coûte donc de l'argent. Et donc après, on a de la rancœur. Maintenant, il y a aussi une couche de la négo que presque personne ne connaît. Et vous pouvez faire vraiment une magnifique négociation et en perdre la moitié en route. En gros, au-dessus d'environ 90 000 euros, j'arrondis les chiffres, vous payez des charges sociales, comme sur un salaire. Au-delà d'environ 290 000 euros, l'impôt sur le revenu entre en jeu, plein pot. Donc, sur un gros montant, vous pouvez voir partir 300 000 euros sur 900 000 euros. Voilà, 30% grosso modo. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ça se travaille, ça se calcule et ça se modélise. Donc, en gros, il existe un outil qui est parfaitement légal pour amortir tout ça. Ça ne va pas intéresser tous ceux qui m'écoutent, mais ceux qui veulent aller chercher 500 ou 1 million, 500 000 ou 1 million, voilà, dans ces fourchettes-là, on commence, même à partir de 300 000 euros, ça commence à faire un peu d'argent. Quand vous laissez 100 000 euros sur la table, c'est un peu dommage. C'est ce qu'on appelle la conciliation prud'homale. Donc, sans entrer dans la technique, dans certaines configurations d'ancienneté et de rémunération, voilà, elle permet de faire passer un accord sans charge sociale, sans impôt sur le revenu et sans carence chômage. Donc, sur un dossier, ça peut représenter plus de 100 000 euros qui restent dans votre poche au lieu de repartir pour autre que vos petits besoins. Donc, voilà. Il y a deux autres leviers aussi d'optimisation. Je vais citer l'étalement du revenu, donc parfois via une mission de consulting calée sur votre sortie, qui répartit l'imposition sur 2 années fiscales, et bien sûr la conservation de vos plans de fidélisation, les stock options, les actions gratuites. Voilà. Mécaniquement, à la rupture, vous les perdez. Ça se passe comme ça, mais on sait négocier soit leur indemnisation, soit le maintien des droits, du droit de les exercer au-delà du contrat. Et plus vous montez en responsabilité, donc forcément plus ça pèse, puisque c'est des packages de rétention des directeurs, des dirigeants. Donc, d'ailleurs, un mot pour ceux qui ont des fonctions de direction ou qui en approchent. À partir de la cinquantaine, votre réemployabilité baisse. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vraiment, vous devriez sécuriser en amont une clause de départ. Quand vous commencez à signer un nouveau chèque dans un nouveau boulot, vous pouvez déjà négocier une clause de départ, ce qu'on appelle un parachute.
Ah oui, et tant qu'à faire, hein, arrêtez de croire aussi que pour les dirigeants que les montages exotiques, ça va marcher. Je pense à aller s'installer à l'étranger pour échapper à la fiscalité, monter une structure dans un paradis fiscal, voilà, tous ces trucs-là, les montages tirés par les cheveux, en fait, ça ne marche pas. Enfin, c'est testé, c'est retesté, ça ne tient pas. Nous, on a un avocat partenaire qui a pignon sur rue à Paris, qui nous le dit, qui nous le redit. Voilà, faites des choses simples. Le problème, c'est que parfois, il y en a certains, ils ont déjà le beurre, l'argent du beurre, ils veulent la crémière et je vous passe le détail derrière. Et à la fin, ils se plantent. Donc tout ça, ça suppose une règle d'or que je vais marteler. Ne lâchez jamais votre chiffre trop tôt. Okay, donc ça, c'est le principe de la meilleure solution de rechange, ce qu'on appelle la BATNA en anglais, Better Alternative to a Negotiated Agreement, et qui a été formalisé par Fisher et Ury, donc dans ce bouquin Getting to Yes, ce qu'ils appellent la méthode de négociation Harvard. Donc, tant que vous n'avez pas en tête clairement votre seuil, votre seuil et votre plan B, en fait, vous négociez à l'aveugle. Et si vous demandez trop peu, bah, vous vous décrédibilisez. Et si vous demandez trop, vous fermez la porte parce qu'on va vous prendre pour un charlatan, pour un comique, quoi. Donc, faites votre liste, pas juste un chiffre, une liste. Chaque ligne, c'est un levier. Chaque ligne, c'est un point à défendre. Et là, vous allez découvrir que l'enveloppe réelle pèse bien plus lourd que le seul supralégal que vous aviez en tête. Et ça, je me souviens d'ailleurs d'un cadre qui m'avait dit, et c'est l'état d'esprit exact, hein, je veux maximiser mon package de sortie. Donc pas le chèque, mon package. Mon package. Tout donc. Et idéalement, le tout aux frais de la princesse, c'est-à-dire à la charge de l'entreprise, jamais de la vôtre. Ce qu'on arrive à faire aussi avec nos clients, c'est qu'à la fin, c'est même l'employeur qui paye notre accompagnement. Vous imaginez ? Jusqu'à la fin, on peut aller chercher quelque chose. Sixième leçon, donc ça c'est le vrai secret du montant, celui qui demande perd. Donc ça c'est le moment de bascule, c'est celui qui change tout, hein, le fameux combien dépend entièrement du comment. Et ça je me souviens, je vais vous partager, c'était le numéro 2 d'une entreprise, okay, changement de président, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il n'est plus, en gros sur la photo de classe. Hein. Donc là il sent que ça va être son tour, voie de garage. Bon. Il arrive persuadé d'une chose, c'est que son ancienneté va parler pour lui. Sauf que l'ancienneté, seule, n'a jamais fait trembler personne. Donc nous, dans son cas, on n'a pas plaidé sa cause, on a fait tout autre chose. On a rendu visible, sans jamais menacer bien sûr, parce que menacer, il faut être prêt à aller réaliser la menace qu'on met en place. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui dit vas-y, tente, vas-y, fais-le, vas-y. Et qu'est-ce que vous faites? Non, donc il ne faut jamais passer à l'action. Donc en même temps, il faut être capable de pouvoir le faire. Vous voyez, c'est ça un peu la jugeote. Donc ce qu'on a fait, c'est sans jamais menacer, c'est on a rendu visible ce qu'un départ mal géré coûterait concrètement à la nouvelle direction. Sa relation au client, ce qu'il savait, le bruit que ça pouvait faire. Et 2 semaines plus tard, on lui dit « Ok, donne-nous ton chiffre ». Il le donne, c'était oui. Donc il avait 2 ans d'ancienneté, il prend 2 ans de salaire, ou l'équivalent de 2 ans de salaire, grosso modo avec le package. Donc c'est bien, voilà, c'était structuré, argumenté, il avait géré la tension. Et ça passe. Et donc, voilà le basculement complet. Une indemnité, ce n'est pas une récompense pour vos services rendus. Non, c'est un équilibre entre un coût et un risque. Un risque et un coût. Il faut se le dire. En fait, une entreprise, l'entreprise n'est pas philanthrope, ce n'est pas une ONG. Elle ne paie pas parce que vous avez souffert ou parce que vous méritez plus, ni parce que, je sais pas, vous avez beaucoup donné. Non, elle paye quand ne pas payer lui coûte plus cher que payer. Et donc, tout mon métier tient en 2 questions. Première question, pourquoi l'entreprise accepterait-elle seulement de dialoguer? Donc la peur d'un procès, la peur pour son image, la peur pour la réputation de votre interlocuteur, les risques que vous faites courir côté client, côté fournisseur, etc. Donc ça a de la valeur. Quelle est la valeur que vous avez aux yeux aussi de votre employeur? Et la deuxième question, c'est pourquoi vous donnerait-il beaucoup plus? Pourquoi on va chercher un plus gros chèque? Parce qu'elle perçoit un risque important. Et donc, mon métier, c'est d'identifier ces leviers. Ces leviers de risque. Et tout le monde a des leviers. Le seul truc, c'est que parfois, on confond levier et reproche. Ça ne sert à rien. Faire une litanie de reproche, ça ne sert à rien. Les leviers, parfois, on n'utilise pas les bons ou au bon moment. Et dans ce cas, ça se retourne contre vous. Et donc, le corollaire, c'est de savoir les faire passer sans que ça ressemble jamais à une menace. Parce que sinon, ils vont vous envoyer sur « Ah, tu veux sortir » ou « Tu nous menaces » ou « Tu veux aller sur du juridique » ou je ne sais trop quoi, avocat, fin du dialogue. Une fois que la discussion est rompue, vous franchissez le Rubicon, il n'y a plus de discussion, plus de négociation.
Donc à ce stade, on va vous opposer un argument que je veux désamorcer tout de suite, c'est les barèmes Macron. Alors on vous dira, oui, vous avez tant d'ancienneté, le barème prévoit tant, je ne peux pas faire plus. Et bien en fait, c'est faux. Et c'est même un mensonge confortable, parce que les barèmes sont des plafonds que doit respecter un juge dans le seul cas d'un litige. Donc ce ne sont pas une grille de négociation. Voilà, les barèmes n'ont jamais interdit à qui que ce soit, à une entreprise, de donner 10 fois plus. Le juge, lui, il est contraint. L'entreprise, elle n'est contrainte par rien. Je vous donne un exemple réel. Une directrice, une femme, 51 ans, directrice de production. Elle a un mari handicapé, elle a 2 enfants à charge, 2 ans d'ancienneté. 2 ans d'ancienneté. Donc le barème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à peine 2 mois de salaire dans son cas. Voilà. Est-ce que je peux moralement la traiter comme un homme de 35 ans, parisien, ultra diplômé, sans charge, alors qu'elle travaille en province? Le barème, il dit oui. C'est tout le monde pareil. Moi, je dis non. Non. Donc, on a écrit posément, je cite, cette proposition ne correspond pas à ma situation réelle. On a expliqué l'écart entre les deux situations. Résultat, elle a pris 2,5 fois de barème. Plus un accompagnement en rebond. Donc, il faut être un peu inventif. Il faut savoir aussi sortir un petit peu les doigts. Et puis on crée des choses. Pas juste, il y a un barème, on applique bêtement et méchamment. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a un point que vous devez intégrer parce qu'il a tout changé récemment. Donc, on entendait encore il y a peu la rupture ou une rupture, ça ne coûte presque rien pour l'employeur. Maintenant, ça s'est terminé. La contribution patronale sur l'indemnité exonérée est passée à 40% depuis donc, le début de l'année 2026, depuis janvier. Avant, elle était à 30%. Il y a 3-4 ans, elle était à 20%. Donc concrètement, quand quelqu'un, pour 100 000 euros qu'il va vous verser, l'employeur, il va payer maintenant 40 000 euros de plus, quoi. Ouais, ça commence à faire des montants assez importants. Donc l'État cherche à freiner le dispositif. Donc conséquence directe, en fait, les entreprises sont devenues beaucoup plus sélectives, beaucoup plus frileuses. Et tous ceux qui veulent se pointer en disant « je veux un chèque » ou tous ceux qui sont des bons éléments, on va leur dire « ah non, tu peux partir, la porte est grande ouverte ». Donc, l'argument « ça ne leur coûte pas cher » ou « j'ai fait mes calculs d'apothicaire pour leur montrer que ça leur coûterait moins cher de me sortir que de me garder là », non, ça ne tient pas. Okay. Et en plus, ça rend votre préparation et votre capacité à justifier le montant par le risque encore plus décisive qu'avant. Donc, les fenêtres se referment. C'est ceux qui négocient préparés qui passent, les autres, en fait, ils se font dire non. 89% des personnes en France, des cadres qui demandent une rupture, prennent un refus. 89%. Ça ne vient pas de moi. Regardez, 2024, Carrie Chauffeur, une étude qui est reprise par l'IPP, qui est reprise sur les plateaux de télévision. Donc en fait, 89%, vous n'avez même pas une chance. Ouais, vous avez 11% de chance. Une chance sur 10, grosso modo, de l'avoir. Et dans ceux qui prennent un chèque, ça c'est les chiffres de l'UNEDIC de 2026 qui datent du mois de février, 75% des gens qui prennent un chèque de départ, donc une rupture amiable, ont moins de 5 ans d'ancienneté. Donc 11% de chance de l'avoir, et là-dedans, il y en a 75% de ces 11% qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Donc ça leur coûte pas grand-chose, je dirais. C'est surtout là, à ce moment-là, où l'ancienneté ne coûte pas grand-chose. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais maintenant, Amalric, à qui parler? 90% des gens vont dire, en fait, il faut parler au RH ou au DRH. Mais ça, c'est une erreur. Le DRH n'a aucune pression personnelle à ce que votre dossier, finalement, se règle bien. Ce n'est pas lui qui a décidé de votre départ. S'il gère mal, on lui dira, tant pis, tu as bien géré d'autres, c'est pas grave. Puis en général, eux, ils sont là un peu incentivés, ils ne sont pas incentivés, mais ils sont un peu contents de se dire, j'ai fait en sorte que vous ne payiez pas trop cher, patron, je ne l'ai pas laissé ci, je ne l'ai pas laissé ça. Plutôt vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Donc, la seule personne qui compte, c'est votre supérieur direct, c'est votre N+1 hiérarchique. Celui dont l'image, la carrière, la tranquillité, les affaires sont réellement exposées si ça se passe mal. Donc c'est sur lui et seulement sur lui que les leviers ont du poids. Plus vous mettez les RH tôt dans la boucle, moins vous négociez bien. Et ça, vous devez le retenir absolument. Plus vous mettez tôt les RH dans la boucle et moins vous allez bien négocier. OK? Donc, sur quoi on s'appuie maintenant, concrètement? Eh bien, je vais vous donner 11 leviers. Une famille de 11 leviers qu'on a modélisés au fil des dossiers. Je vais vous les citer, puis après on regardera un petit peu en détail. Donc le premier, c'est le psychologique. Ensuite, il y a le sociologique,
politique, l'organisationnel, le culturel. Culturel, c'est-à-dire la culture propre à l'entreprise. L'interculturel et l'international, le juridique, le commercial, c'est-à-dire les techniques de négociation, le déontologique, l'éthique et le timing. Donc, si je prends l'interculturel, on ne négocie pas de la même façon avec une PME franco-française et une multinationale pilotée depuis New York, ça vous en doutez bien, depuis Hong Kong. Le rapport au risque, le rapport à l'argent, le rapport au process, qu'il soit juridique, qu'il soit RH, etc., même la mentalité, ils ne sont pas les mêmes. Si je prends le sociologique, si j'analyse que votre supérieur brigue lui-même une promotion et qu'il ne veut surtout pas, finalement, qu'il y ait de vagues, qu'il y ait de remous, là, vous allez être très fort. D'ailleurs, j'ai eu le cas d'une personne qu'on n'avait pas prévue dans un PSE, dans un plan de départ qui était très avantageux, et parce que son salaire faisait en fait des sommes trop élevées. On a influencé sa responsable hiérarchique qui visait le poste au-dessus et ne voulait surtout aucune turbulence. Donc la personne est rentrée dans le dispositif. La manager, elle a continué à tracer sa route. En fait, c'était son intérêt. C'est ça qu'il faut voir. Si je prends l'éthique, la plupart des entreprises affichent de grandes chartes de respect, de bien-être, de QVT, qualité de vie au travail. Et plus la charte est belle, moins il y a d'éthique au quotidien. C'est mon constat terrain, ça je vous le dis. Donc si l'entreprise se comporte durement avec vous, rappelez posément, au bon niveau, que ce comportement finalement contredit la charte signée par la direction. Et ça a un effet considérable. Sur ce levier-là, bien employé, bon moment, le taux de réussite, il est proche de 100%, croyez-moi. Alors maintenant, la phrase que je vous ai promise au tout début, celui qui demande perd. Donc le réflexe naturel, c'est d'aller frapper à la porte et de poser sa demande de rupture ou d'évoquer le sujet. C'est précisément le piège. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette étude de Berkeley de 2014 qui a été menée par Carrie Enschoffer, elle est sans appel. Quand le salarié initie seul, frontalement, sa demande, le taux de refus tourne autour de 89%. 89%. Alors il y a une nuance capitale et je dois être hyper limpide avec vous. On ne parle pas une seule seconde de démissionner. La démission, vous y perdez tout. Donc ce n'est jamais l'option. On parle de provoquer une rupture professionnelle, mais sans jamais la quémander. Et ça, c'est Robert Cialdini qui l'explique très bien dans son bouquin Influence. On n'impose pas une décision, on l'amène. Donc chaque phrase devient un levier. On rend la séparation logique pour la personne en face. OK ? Et c'est exactement d'ailleurs ce que décrivait Albert Hirschman dès les années 70 dans ce livre Exit, Voice and Loyalty qui est vraiment top. Face à une relation qui s'épuise, vous avez 3 cartes. Partir, faire entendre votre voix ou encaisser en silence. Et le silence, lui, ne se négocie pas. Il se subit. Donc votre force, c'est de tenir sans jamais le brandir comme une arme. Votre capacité à partir proprement et à faire du bruit si on vous y oblige. C'est ça qui est important. Après, il y en a certains qui vont me dire « Oui, moi, en fait, je préfère rester en interne et puis faire changer les choses. » Ah voilà, très bien, faites-le, c'est différent. C'est différent. Et haussez la voix, faites changer les choses, adaptez-vous et c'est reparti pour un tour. Le résultat de tout ça, c'est que vous n'avez même plus à courir derrière l'entreprise. C'est elle qui vient. Et le jour où la discussion sur le montant s'ouvre, vous ne négociez pas à l'aveugle. Vous savez exactement, grâce à votre point zéro et à vos 8 facteurs, où vous voulez ancrer le curseur, assez haut pour qu'on puisse redescendre, jamais assez bas pour qu'on vous y enferme. Ça, c'est important. Parce que finalement, l'objectif d'une négociation, ça n'a jamais été d'obtenir ce que vous voulez. L'objectif, c'est d'atteindre le point de rupture de votre interlocuteur. C'est-à-dire le maximum exact qu'il peut vous donner à un instant T, avant de fermer la porte, avant de dire stop. Et ce point-là, on ne l'atteint pas en suppliant, en quémandant, en tendant la main. On l'atteint en se préparant. En préparant un discours où chaque phrase est pesée. C'est ça qui est important, ce qu'on appelle un script. Vous doutez bien qu'autour de vous, tous les gens qui sont préparés, qui parlent bien, sont des gens qui ont un fil conducteur. Et il faut l'avoir, ce fil conducteur. Donc, à quoi ça ressemble ce script? Donc, surtout pas chef, je suis transparent, ça serait bien, j'ai un projet où je me sens plus bien, j'ai fait mon temps, etc. Ça serait bien qu'on se sépare à l'amiable ou qu'on trouve une solution. Non, ça c'est zéro. Et plutôt quelque chose comme ça. Je sais que vous êtes attentif à votre trajectoire.
Je vous souhaite sincèrement d'obtenir ce poste qui se libère. Vous êtes la bonne personne. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de ma situation? Par exemple, là, il n'y a aucune menace. Il n'y a que des leviers. Et ça, c'est de la diplomatie, jusqu'au bout. Quand un diplomate se fait agresser, il ne répond pas à l'agression. Quand quelqu'un connaît sa valeur, il ne répond pas à l'agression. Quand quelqu'un maîtrise ses émotions, il ne répond pas à l'agression. Quand quelqu'un connaît son objectif, il fait tout pour s'y approcher. Il ne répond pas à l'agression. Vous avez tout à perdre. Donc si l'entreprise s'étonne, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, ou alors ce n'est pas possible, on répond calmement. Je crois qu'on prend le problème à l'envers. C'est vous qui souhaitez mon départ. Demain, moi, je n'ai plus de poste. Remettons les choses dans le bon ordre. Et là, vous êtes crédible. Et là, vous faites avancer le schmilblick. Et là, vous vous approchez donc de votre objectif. Alors, changez complètement de posture. Ne préparez pas une demande, préparez un terrain. Et il y a 3 questions que vous devez vous poser dans cet ordre. 1. Pourquoi mon N+1 aurait intérêt à régler mon cas vite et proprement? Qu'est-ce qu'un départ mal géré lui coûterait à lui personnellement? Et comment faire pour que ce soit lui qui ouvre la discussion? Et le jour où vous tenez ces 3 réponses, vous ne m'en direz plus « non, c'est plus moi je veux un chèque, non, c'est moi je suis solide ». Vous êtes en position de force. Et un client m'a donné d'ailleurs la phrase qui résume tout, je vous la cite: « Il faut laisser l'employeur venir vers vous, lui le proposer et non l'inverse ». Voilà, ça c'est le vrai secret du montant, pas une formule magique, c'est une préparation. On n'a rien sans rien dans la vie, on se prépare en fonction de notre objectif. Quand on veut le maximum, on se prépare au maximum. Alors, vous avez le droit de ne pas vous contenter du plancher, vous avez le droit aussi de partir en démissionnant si vous voulez. Vous avez le droit de chiffrer aussi votre point zéro sans culpabiliser. Vous avez le droit de demander de l'argent sans vous sentir vénal parce que c'est un droit que vous avez finalement payé pendant des années. Et le droit surtout de ne pas partir une main devant, une main derrière, après tout ce que vous avez donné. Donc, un départ, ça ne se subit pas. Un départ, ça se prépare. Je pars, je me prépare.